La croissance économique s'exprime souvent comme une équation simple, mais en réalité, elle repose sur un équilibre subtil entre libre-échange et protectionnisme stratégique. Comment concilier ouverture et souveraineté économique? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Narassiguin, docteur d'État en économie, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, où nous aborderons ensemble les éléments de compréhension de ces concepts. Et nous sommes donc heureux de vous retrouver à l'occasion de cette série de causeries de l'économie sur la thématique « Je pige enfin l'économie » à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Philippe Narassiguin aux éditions Ellipse. Et nous abordons maintenant dans cette deuxième causerie les questions de la croissance économique, du libre-échange et du protectionnisme. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors, il n'est plus la peine de vous présenter puisque vous avez fait de nombreuses causeries à l'Université numérique de La Réunion. Vous avez toute une série sur l'économie monétaire à laquelle nous renvoyons les auditeurs. Deux MOOC d'ailleurs. Deux MOOC sur l'économie monétaire et les questions économiques contemporaines. Une série de causeries sur les questions économiques contemporaines qui sont accessibles également de plus en plus en podcast puisque nous avons aujourd'hui développé les podcasts. Donc, vous avez été un des fondateurs de cette université numérique et vous avez beaucoup apporté aux questions économique. Et maintenant, vous sortez, vous êtes depuis quelques années à la retraite, ça arrive aussi dans une carrière, vous avez donc une nouvelle carrière d'écrivain, vous venez de sortir, de docteur, bien sûr, d'État. Non, d'auteur. Et vous venez donc de sortir un nouvel ouvrage, « Je pige enfin l'économie ». Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cet ouvrage? Oui, j'ai écrit cet ouvrage tout simplement pour dire aux lecteurs que l'économie, c'est facile, que l'économie, ça peut se comprendre, que ceux qui liront ce livre d'économie pourront l'utiliser dans leur vie quotidienne, lorsqu'ils ont à faire des rapports, lorsqu'ils ont à préparer un devoir, un concours, mais tout simplement à faire une note. C'est-à-dire que tout le monde, en s'appropriant un livre facile, pédagogique, peut très bien, je pense aussi aux parlementaires par exemple, qui ont des rapports à faire, à ce moment-là, ils peuvent très bien se dire, moi je peux faire ma note sans avoir besoin d'un appui quelconque, une note de 2 pages, de 3 pages, en expliquant clairement les choses. Et ça vaut aussi, bien sûr, pour l'ensemble des apprenants et l'ensemble des personnes qui s'intéressent à l'économie. Nous n'avons pas de culture économique en France. Nous sommes très mal placés dans les classements au niveau culture économique. On a délaissé l'apprentissage de l'économie. Et aujourd'hui, évidemment, on a un manque d'expertise en économie. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que l'économie, ce n'est pas une question d'expert. Bien sûr, à certains niveaux, il faut devenir expert. Plus on progresse, plus on progresse dans la recherche, en économie notamment, mais là on ne parle pas de recherche, on parle simplement de comprendre les questions économiques qui se posent à nous dans nos vies quotidiennes. Ça peut être pour un ménage, ça peut être pour une entreprise, une collectivité territoriale, l'État bien sûr. Et quels sont les choix que nous avons à faire? Et ces choix doivent être des choix heureux. Parce que qui dit économie, n'oubliez pas que la science économique c'est la science de la décision et que ces décisions doivent entraîner la prospérité, en un mot. Pour un ménage, pour une entreprise, pour une collectivité publique et plus généralement pour une organisation. Si on élargit le concept d'entreprise à celui d'organisation, une association par exemple, c'est une organisation. Et au fond, c'est ça l'objectif de l'ouvrage. C'est vraiment de dire aux gens, n'ayez pas peur, lancez-vous, lisez. Et j'ai fait en sorte que tout le monde peut déchiffrer cet ouvrage. Par exemple, je pense, à un moment donné, je parlais, mais comment présenter l'épargne, par exemple, ou la monnaie? Et je disais que les enfants, dans le livre, mais les enfants connaissent très bien, depuis l'âge de 5-6 ans, les enfants connaissent la monnaie, parce qu'au primaire, au collège, on donne toujours une pièce à l'enfant sur le chemin de l'école pour aller prendre une viennoiserie, par exemple, ou une boisson, une limonade. Et quand le gamin donne une pièce, par exemple, de 2 € et puis de la monnaie, et puis on rend la monnaie. Donc là, l'enfant sait ce que ça veut dire. Évidemment, on fait une différence entre ce qu'il a donné et ce qu'il a reçu, par exemple. Souvent, les parents donnent une tirelire à l'enfant. Et c'est quoi la tirelire? La tirelire, pour un enfant, c'est une banque, finalement. Et donc, j'introduis l'économie avec des moyens un petit peu différents dans l'ouvrage, en disant qu'au fond, nous connaissons bien l'économie. Simplement, nous ne mettons pas les mots qu'il faut sur les actes de la vie quotidienne que nous sommes amenés à faire. Pareil, il y a très peu de gens, par exemple, qui osent écrire à leur banquier. Et je donne des clés, comment écrire à son banquier. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut amener? Nous avons aujourd'hui des gens qui sont, par exemple, en difficulté auprès des banques.
Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su demander à un moment donné une petite ligne de crédit supplémentaire. Un ménage qui touche 1 500 € par mois, tout d'un coup se retrouve avec des rejets de virements, de chèques, etc. en interdit bancaire, tout simplement parce qu'il n'a pas demandé un découvert bancaire de 500 € ou de 600 € qui lui aurait permis justement de payer normalement sans être inquiété par la banque. Donc cette culture économique, il faut que nous l'ayons. Et ce livre, il est fait pour chacun, pour chaque personne en fait. Et il n'y a pas besoin d'être un économiste pour voilà, cela. donc c'est un ouvrage qui est fait pour les non-spécialistes. Pour les non-spécialistes, tout à fait. Mais qui déjà va quand même, enfin, pour l'avoir consulté, assez loin. C'est-à-dire qu'on peut aborder les concepts de façon simple, mais également rigoureuse. Très, très rigoureuse. Et donc, ça permet de comprendre la complexité des mécanismes économiques, d'en découvrir effectivement les conséquences sur la vie du quotidien. On en parlait dans les précédentes causeries de désindustrialisation, notamment en France, mais pas seulement en France, dans beaucoup de pays occidentaux, mais particulièrement en France. Particulièrement en France, vous avez expliqué pourquoi. Donc parce que les autres pays sont devenus des puissances industrielles. Regardez la Pologne, regardez la République tchèque, pays le plus industrialisé d'Europe aujourd'hui. Et sont des pays, ils sortent d'où ces pays? Ce sont des pays européens qui ont surfé effectivement au moment de la réunification sur le fait qu'ils avaient des avantages comparatifs. Mais il fallait mettre aussi des usines en place et puis faire créer une classe ouvrière performante, compétitive, etc. Et on va revenir justement sur la croissance. On va revenir là-dessus. Alors, là, on va parler de croissance économique. Et donc, on peut peut-être déjà commencer par définir ce qu'est la croissance économique. Quand on parle de croissance économique, on parle de création de richesse. On parle de création de valeur ajoutée. Plus une entreprise crée de la valeur ajoutée, plus cette entreprise, naturellement, va s'enrichir et enrichir ses salariés et élargir sa part de marché, exporter. Pour pouvoir produire, il faut aussi importer, par exemple, des matières premières. Pour les entreprises commerciales, il faut importer des marchandises qu'on revend. Et puis, cette production que nous avons, comment elle est redispatchée, comment elle est distribuée? Elle est distribuée à travers trois grands paramètres macroéconomiques, si on peut dire, globaux. Quand je dis macroéconomique, ce n'est pas pour effrayer du tout celui qui nous écoute, l'auditeur, c'est pour dire globaux, employant le terme global. La consommation, qui est un facteur de croissance, l'investissement, mais quand on dit investissement, ce n'est pas seulement investissement des entreprises, parce que souvent on pense investissement des entreprises. Ce sont les infrastructures de l'État, mais aussi l'investissement des ménages. Quand nous achetons par l'intermédiaire du crédit bancaire une voiture, quand nous achetons des équipements, quand nous achetons de l'immobilier, une maison, nous investissons, nous faisons en sorte que l'économie, nous participons pleinement à l'activité économique. Et bien sûr, lorsque nous exportons, cela élargit le chiffre d'affaires de l'entreprise avec de nouveaux marchés, des marchés qu'on appelle des marchés étrangers. Voilà. Donc, ça, ce sont les trois facteurs de croissance. Par rapport à ça, il y a des aspects qu'il faut bien... Il ne faut pas rester à une petite équation type deuxième année ou première année qu'on apprend. C'est pas... Bien sûr, les étudiants de sciences éco font ce type de choses. Mais ce qu'il faut, il faut faire parler cette relation. Je préfère parler de relation que d'équation d'ailleurs. La consommation. C'est vrai que la consommation est stimulée. Lorsque la consommation est stimulée, les entreprises ont plus de chiffre d'affaires lorsque la consommation s'accroît. Et donc, bien évidemment, en théorie, la richesse du pays s'accroît. Sauf que s'il y a trop de consommation et il n'y a pas assez de production nationale, domestique, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons des importations étrangères qui vont augmenter jusqu'à arriver à des déficits croissants de balance commerciale. D'où la nécessité de produire sur place, d'avoir une production domestique relativement considérable, qui en plus aura un double avantage: produire, ça crée des emplois, et deuxième avantage, produire beaucoup, ça permet d'exporter. C'est ce que nous disions un petit peu dans la... je me souviens d'une époque, Philippe Narassiguin, là c'est vraiment des souvenirs, alors c'est effectivement pas d'une rigueur scientifique extrême ce que je vais dire, mais dans le discours médiatique, à une époque on disait oui, ne vous inquiétez pas, c'est plus la peine d'être producteur, nous allons être une société de services et la production se fera ailleurs. Mais ça je n'ai jamais cru moi, enfin les économistes normaux ne croient pas à ce genre de slogan. Évidemment c'était très facile pour ceux peut-être qui dirigent des médias. Et puis le problème aussi, je trouve en France, c'est qu'on marche à coup de slogans. L'économie, ce n'est pas des slogans. Si demain vous dites au monde entier ou à la France entière que ce sera les services qui vont tirer l'économie française, mais quel type de service? Est-ce que ce sera les services à la personne? Est-ce que ce sera les services qui ne créent pas de valeur ajoutée? Ou très peu de valeur ajoutée? Non. Par contre, les services qu'on exporte, oui, eux créent beaucoup de valeur ajoutée.
D'ailleurs, les États-Unis exportent beaucoup de services avec les géants du numérique. Mais oui. D'accord. Donc là, effectivement, c'est une création de valeur ajoutée considérable. Donc ce slogan, d'ailleurs, vous savez, les contre-vérités trouvent toujours une limite. La limite, c'est quoi? C'est la faillite, concrètement. Oui, c'est ça. On est en faillite. Final... Alors, on a quelqu'un dans les années 80-90 a beau dire oui, ne vous inquiétez pas, comptez sur nous, nous sommes compétents, etc. Les services vont prendre le relais de l'industrie, etc. Bah oui, mais regardez le résultat aujourd'hui. Bon, alors je vous ai souvent entendu dire également qu'un emploi industriel perdu, c'est 3 emplois indirects perdus. Perdu, parce qu'un emploi industriel crée 3 emplois indirects, il faut Donc, le savoir. un emploi industriel gagné, c'est 3 emplois indirects gagnés. Indirects gagnés. Donc, on a quand même intérêt, du coup, à l'utiliser comme effet de levier. Oui, parce que quand je parle de l'industrie, je parle aussi de l'industrie agroalimentaire, je parle aussi de l'agriculture. Regardez l'effondrement de notre tissu agricole. Le nombre d'exploitations qu'il y avait en 1960, plus de 5 millions, je crois, d'exploitations agricoles, et aujourd'hui, le nombre d'exploitations agricoles qui restent en France. Donc, tout ça, ça participe à la croissance, toutes ces industries. Alors, évidemment... Petite question quand même, au passage, vous parliez de consommation. Lorsqu'on parle de relance par l'offre ou la demande, est-ce que, justement, on est en lien avec cette notion de justement, c'est là où je veux venir. C'est exactement cette question. Merci d'avoir posé, comme dit Christophe Porlier. C'est exactement ça. Parce que lorsqu'on dit on relance par la consommation, ça c'est le grand truc qu'on apprend dans les écoles d'administration, je crois. On fait de la relance par la consommation. Bon, résultat, on distribue du pouvoir d'achat aux individus, on augmente le SMIC, on augmente les allocations, on augmente toute l'allocation vieillesse, peu importe les types d'allocations qu'on augmente, les allocations chômage peut-être. Puis les gens ont de l'argent. Sauf que on a constaté des échecs majeurs. Moi, j'avais vu les relances par la consommation, et c'est pas difficile quand on fait de la science économique de prévoir l'échec. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des économies ouvertes. Et donc, il y a ce qu'on appelle la contrainte extérieure. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? On va acheter des voitures allemandes, on va acheter du matériel sud-coréen, on va acheter des produits du monde entier, mais on n'achète pas français, puisqu'il n'y a plus de production française, ou il y a très peu de production française. Donc, la relance par la consommation va générer des importations colossales et un déficit commercial considérable, et qui va même participer à plus de désindustrialisation. Parce que quand vous importez des marchandises étrangères, qui vous concurrencez? Les PME qui restent sur place, qui produisent, elles, qui n'ont pas encore disparu. Donc vous voyez que dire qu'on va faire de la relance par la consommation, c'est ce que j'entends toujours ça. La consommation est importante. Regardez la Réunion. On dit, la Réunion fait de la croissance. Oui, c'est vrai. On a fait un taux de croissance important. Mais est-ce que cette croissance a favorisé le secteur productif? Non. Nous importons, j'ai fait je crois une interview dans un magazine récemment, nous importons 7 milliards par an de marchandises, et en exportation, c'est 391 millions, où il y a aussi des réexportations de vieilles voitures vers Madagascar, vers les Comores, vers Mayotte et compagnie, d'autres pays. Et les véritables exportations de la Réunion, c'est de rhum, c'est le produit de la pêche, le sucre, grosso modo, et un petit peu de fruits qu'on exporte, mais tout vraiment restreint. Donc, vous voyez que cette politique de la relance par la consommation a une limite que nous, en économie, on appelle la contrainte extérieure, c'est-à-dire qu'au fond, on distribue de l'argent à nos concitoyens, et malheureusement, ces concitoyens ne trouvant pas de production locale, vont dépenser l'argent ailleurs, en achetant toutes sortes de marchandises, et même de services. Donc je dis attention, quand on dit consommation, plus de consommation, c'est plus de croissance, oui, à condition que la croissance qui soit générée bénéficie à notre secteur productif local. Ça peut être national pour une nation, la France. Ça peut être local pour une région comme nous, la région Réunion. Ce qui n'est pas le cas, justement. Vous avez maintes fois, parce que si vous me posez la question, vous avez maintes fois entendu encore un genre de slogan, on fait des politiques de relance par la consommation. Bon. Donc ça, attention, c'est catastrophe. Bon. À vous écouter, j'ai l'impression qu'il faut un mixte, en fait. Il faut à la fois relancer, être capable de produire, donc offrir de la production locale, par exemple pour la Réunion, et en même temps avoir des capacités de consommation, donc du pouvoir d'achat auprès des ménages, par exemple, et même des entreprises, pour pouvoir consommer ce qui est produit localement. Ce qui est produit localement. Pour éviter d'avoir une balance commerciale qui soit complètement déficitaire. Dans une précédente
un précédent webinaire, j'ai parlé beaucoup de la désindustrialisation en France. Je crois que ce sera aussi diffusé sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion. Quand nous faisons moins 100 milliards d'euros de balance commerciale en déficit, moins 80, moins 100 milliards depuis des années, moins 40, moins 30, et puis après ça s'est aggravé malheureusement. J'ai regardé les chiffres de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est en 2023, c'est 223 milliards d'excédent commercial. Je parle de l'excédent commercial, c'est-à-dire marchandises. Donc industrie, agroalimentaire, agriculture. L'Allemagne, plus de 123 milliards d'excédent commercial. Vous vous rendez compte de la puissance économique de l'industrie allemande. Donc ça, il faut avoir ces quelques repères en tête. Deuxième point de la croissance, bien sûr les investissements. Parce que plus on investit, plus on élargit les capacités de production. Si on a une usine, on fait une usine et un autre 30% d'usine en plus, ou 20% d'usine en plus. Si on a des services qui dégagent de la bonne valeur ajoutée, comme je le disais, là on élargit ses bureaux, on recrute plus de monde, etc. Donc les investissements, ça va servir à stimuler la croissance. Quand nous achetons, nous faisons des crédits bancaires, d'accord ? Nous stimulons indirectement la croissance. Et d'ailleurs, ce que je reproche moi à la science économique, c'est que, je le dis d'ailleurs dans Je pige enfin l'économie, c'est qu'on a ignoré la monnaie. C'est grâce au crédit bancaire que la croissance a explosé en Grande-Bretagne. Si on n'a pas eu la monnaie et les banques, l'explosion de la City de Londres, justement, de la fameuse City, si on n'avait pas eu ce système bancaire, il n'y aurait pas eu de croissance économique. Ça, par exemple, ce n'est pas dans cette relation que vous voyez au tableau. On donne ce type de relation aux étudiants, on dit aux étudiants, débrouillez-vous vous-même, interprétez tout vous-même. Ce n'est pas possible, si on ne fait pas une analyse assez fine des choses. Donc, investissement, facteur de croissance, et plus on investit dans le secteur productif, là encore, on fait une décomposition, secteur productif, secteur peu productif, plus on investit dans le secteur productif, évidemment, on crée des capacités industrielles supplémentaires, agricoles supplémentaires, agroalimentaires supplémentaires, et donc là, on a une croissance vertueuse. J'aimerais bien que tous les gens qui nous écoutent fassent le distinguo, en fait, entre ce qui est de la mauvaise croissance, en fait, qui génère même des problèmes, des coûts, et de la croissance vertueuse. Enfin, effectivement, vous voyez, lorsqu'on est leader mondial en exportation, ça crée pour une entreprise locale, régionale, la puissance de l'Italie, ou de l'Allemagne, ou d'autres pays. Ce sont les fameuses régions, les provinces italiennes, les Länder allemands, qui ont des PME de 200, 300, 400, 500 personnes ou plus, et qui exportent dans le monde entier. Et donc, ça élargit le chiffre d'affaires, ça fait grandir le chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a encore plus d'emplois qui sont créés, et ça génère plus de bénéfices. Vous voyez ? Et ça, le chancelier Schmitt l'avait très bien expliqué, social-démocrate d'ailleurs, qu'il avait bien expliqué à l'époque où il était chancelier en Allemagne avec Giscard d'Estaing, M. Giscard d'Estaing qui était président de la République. Il fallait cette croissance vertueuse. Alors, croissance vertueuse... Alors, ce que je n'ai pas dit, est-ce que je peux ajouter un terme ? Bien sûr. Ce que je n'ai pas dit dans cette relation, c'est qu'on ne peut pas arriver à des taux de croissance intéressants, à des taux d'exportation intéressants, à une création de valeur ajoutée intéressante, sans quoi il manque. Bien sûr, on a introduit la monnaie, mais le deuxième facteur qu'on n'a pas introduit, c'est le capital humain. Si vous n'avez pas de capital humain, comment vous faites de la bonne croissance ? Comment vous créez des entreprises ? On entend parler de réindustrialisation, mais comment on va réindustrialiser par rapport aux années 50, 60, 70, où la France de ces années-là était une France de haut niveau du capital humain. Je l'ai dit dans une autre interview. Alors justement, pour les personnes qui ne seraient pas spécialistes, vous pourriez définir la notion de capital humain ? La notion de capital humain, justement, c'est le contenu en compétences de chaque individu, qui, lorsqu'il a des compétences, peut être affecté à différentes tâches, et encore plus à des tâches où il est formé pour ce domaine de spécialisation. Ne me faites pas croire qu'on va là, avec le système éducatif qu'on a aujourd'hui, réindustrialiser sans capital humain, sans niveau de connaissances important. On a fait d'ailleurs j'ai parlé de ça à une interview qui récemment m'avait été demandée. Je disais simplement, regardez simplement, après le bac, pour entrer à l'université, on fait une dictée niveau certificat d'études primaires des années 30, des années 20, 25, 26, 27, 30.
au niveau mathématique, je ne parle même pas du français. Alors là, et il y a quelqu'un qui m'a répondu, parce que j'ai envoyé les exercices, qui m'a dit, à ce moment-là, il y a 90% des gens qui échouent. Alors, c'est vrai que Parce qu'effectivement, on s'est effondré, notre niveau de capital humain, notre niveau de connaissance générale, parce que le capital humain, c'est d'abord des connaissances générales. Je pense que vous avez raison d'insister là-dessus. Il va y avoir des connaissances pointues sur un certain nombre de domaines à la sortie du système scolaire qui permet de rentrer à l'université. Nous sommes à l'université, on le sait, il y a des jeunes qui arrivent avec des niveaux très disparates, en plus en fonction des filières duquel ils proviennent. Mais effectivement, également avec peut-être une ultra-spécialisation, peut-être assez peu ou pas insuffisamment cette culture générale. Mais il y a une culture générale. Vous donnez une fiche technique à quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Comment il a la fiche technique dans une usine? Quelqu'un qui a le certificat d'études des années 30, croyez-moi qu'il lit n'importe quelle fiche technique. Hein. Alors, ce fameux capital humain, Philippe Donc, Narciga, c'est ça, Gary Becker. Bon, évidemment, le grand penseur de la théorie du capital humain, c'est Gary Becker, prix Nobel d'économie 92, je l'ai dit 1000 fois dans mes webinaires, hein, mais qui a insisté sur la notion de capital humain. Alors, nous œuvrons, et de formation. Oui. Et quand je dis de formation, c'est de formation générale. Il faut avoir un niveau en français, un niveau en géographie, un niveau en biologie, il faut avoir un niveau. C'est ce que nous avions, nous, en France, en fait, dans les années 50, 60, 70, etc. Alors, c'est ce que nous essayons de faire avec ces causeries, bien sûr, ces causeries de l'économie, entre autres, mais pas seulement, puisqu'il y a tout un tas de thématiques qui sont abordées, qui permettent effectivement d'avoir une culture générale scientifique qui est proposée par l'Université de La Réunion, parce que c'est aussi le rôle de l'université de proposer de façon transversale l'accroissement de la culture générale et du développement du capital humain. Et donc, on y contribue de cette façon-là, bien sûr, évidemment, par l'intermédiaire des grandes filières qui sont aujourd'hui présentes à l'université, qui permettent de construire et de former des jeunes qui seront demain, puisque cette dimension insertion professionnelle, elle est quand même beaucoup plus prise en compte aujourd'hui à l'université, et effectivement de rectifier ce qui ne serait pas aujourd'hui présent, notamment sur des insuffisances constatées par rapport à des nécessités futures en termes de qualité du capital humain. C'est pour ça que je disais que la croissance, ce n'est pas seulement des aspects techniques. On a oublié la monnaie, mais on a oublié aussi le facteur capital humain. Très important. Alors, Philippe Narciga, on est dans une période aujourd'hui, on en profite, puisque l'actualité, elle est quand même, de ce point de vue-là, assez étonnante, avec l'arrivée aux États-Unis d'un président que tout le monde connaît, qui a relevé les droits de douane à l'entrée du pays. Donc, on le présente un petit peu, alors pour certains comme un farfelu, pour l'autre comme un fou, pour d'autres comme un génie un des génies de la décision, ou qu'on appelle ça du deal, puisque c'était le titre de son ouvrage, l'art du deal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette notion du lien entre le libre-échange et du protectionnisme? Alors justement, on va en parler. Libre-échange et protectionnisme. D'ailleurs, j'ai marqué, est-ce qu'ils sont compatibles? Sont-ils compatibles? Tout à fait. Tout à fait. En fait, les pays... dans le libre-échange, il y a toujours du protectionnisme. Pourquoi? Parce que finalement, il y a la légalité. Dans les relations internationales, vous avez le business, commercial, hein, vous avez le business, et puis vous avez le droit. On parle toujours de business, c'est-à-dire libre-échange. On dit oui, mais on peut faire tout et n'importe quoi et n'importe comment, et faire du libre-échange sans contrôle, sans régulation. En réalité, regardez les accords du GATT qui commencent très tôt, dans les années 60, d'accord? Les accords, 60 je crois, les premiers accords, le Kennedy Round à l'époque, d'accord? Après il y avait le Nixon Round, etc., l'Uruguay Round, donc tout ce round c'est les négociations en fait commerciales internationales, et puis après l'OMC, donc tout le libre-échange se fait à l'intérieur d'un cadre, on va dire, protectionniste en réalité. Que fait-on dans ces négociations commerciales internationales? Chaque pays défend ses propres intérêts. Et c'est une négociation, ça peut choquer les gens, c'est une négociation de marchand de tapis. C'est-à-dire que les pays qui disent, le Japon dit, moi, de toute façon, j'interdis toute importation de riz. Parce que dans le cas d'un conflit armé, je n'ai plus la nourriture de base des Japonais. Le coût du riz japonais, le prix de la tonne au Japon, il ne pourrait même pas être exporté sur aucun marché du monde. Donc, ils ont intérêt à importer du riz thaïlandais 4 fois moins cher, du riz d'autres pays 3, 4, 5 fois moins cher que le riz japonais. Et pourtant, ils ont réussi, dans le cadre de ces négociations commerciales internationales, à préserver totalement la culture du riz au Japon. Donc, et c'est pareil pour tous les pays du monde. Ça, c'est la question sur le lien entre le business, les échanges, et puis la protection, la régulation. Maintenant, vous parlez de Donald Trump. On m'a demandé de faire une interview dans un magazine récemment,
Et j'ai répondu à la question. D'abord, il ne s'agit pas de, face à des mesures qui sont prises, à critiquer ou à insulter ou à traiter de fous, de personnes irrationnelles, etc. C'est ce qu'on entend sur les médias. Nous, on est en économie, il faut analyser ce qu'il dit et analyser ce qui est fait. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit. D'abord, il y a un aspect stratégique, parce que vous avez dit, il se présente lui-même comme quelqu'un qui fait des deals. À mon avis, il a mis quand même, il y a une partie stratégique de calcul. Je mets les droits de douane très haut et puis je négocie à la baisse. Et surtout, ce qu'il a obtenu déjà en partie, c'est qu'ils ont obtenu les rééquilibres de balance commerciale. Ça, je l'ai dit, ça a été écrit dans l'interview. C'est-à-dire quand, par exemple, le Vietnam a dit « Ah ben non, écoutez, ok, on est d'accord pour vous acheter plus. » Et donc, un certain nombre de pays frappent à la porte des États-Unis et disent « Ok, on va rééquilibrer. » Parce qu'effectivement, je crois que le Vietnam, c'était moins 100 milliards de déficit avec les États-Unis. Donc déjà, à court terme, il y a des pays qui se précipitent en disant ne nous faites pas ça, nous on est d'accord pour vous acheter plus, pour rééquilibrer. Donc à ce moment-là, que fait l'administration américaine? Parce qu'au-delà de Donald Trump, il n'y a pas que Donald Trump. Nous, Bien sûr, c'est toute l'administration américaine, c'est toute la stratégie américaine actuelle, d'accord, qui met au point cette stratégie. Est-ce qu'elle sera gagnante ou pas? Ça, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, effectivement, sur le point des rééquilibres de balance commerciale, on voit que ça commence quand même à faire mouche dans un certain nombre de pays. Ensuite, le deuxième problème vraiment crucial, le problème de balance commerciale, il vient de quoi finalement? De ce qu'on vit en France, de la forte désindustrialisation des États-Unis depuis 30 ans, 40 ans. Ils ont acheté japonais, et puis ils ont acheté chinois, et puis allemand. On va dire, pour faire court. Donc, ils ont cessé de faire de l'industrie lourde, de l'industrie de consommation, des biens de consommation, de beaucoup d'industries en fait. Textile, n'en parlons plus. Donc tout ça, ça s'est effondré aux États-Unis et ils ont importé. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils vont perdre la guerre contre un certain nombre de pays. Bon, évidemment, le numéro 1, c'est la Chine. La guerre économique. La guerre économique. La guerre économique et la guerre technologique. Parce que si vous n'êtes pas fort en industrie, vous ne serez pas fort dans les nouvelles technologies quantiques ou autres. Donc, ils s'aperçoivent qu'il y a une nécessité de réindustrialiser les États-Unis. Et le deuxième volet des droits de douane, c'est de dire, si on met des droits de douane importants, après, quitte à négocier, un certain nombre de pays, si on les laisse par exemple à 15% quand même ou à 20%, ce ne sera pas 100%, ce sera beaucoup moins, les firmes d'un certain nombre de pays vont venir, là, maintenant, s'implanter aux États-Unis. Donc faire de l'investissement direct étranger. Donc tout le monde, aujourd'hui, il y a une guerre des nations pour attirer les fameux investissements directs étrangers, industriels notamment, ou agricoles, ou dans d'autres domaines de production. Bon. Et ça, c'est le deuxième volet. Alors, moi, je dis que c'est long. Donc on ne verra pas, à mon avis, même si cette politique marche, on ne verra pas le résultat, le succès, s'il y a succès, le succès de cette politique pas avant 3 mandats, quel que soit le président en place. Si le président poursuit évidemment cette stratégie de réindustrialisation, il faut attendre entre 12 ans, 3 fois 4, 12 et 15 ans. Et est-ce qu'on peut être sur des temporalités beaucoup plus courtes aujourd'hui avec les innovations On peut être sur des temporalités plus courtes. Néanmoins, il y a le temps de mettre en place les usines, le cadre, produire, recruter. Il y a quand même l'industrie, c'est compliqué. C'est pas aussi facile que de faire. J'ai rien contre, je ne veux pas que ce soit pris comme une insulte, d'ouvrir un restaurant ou d'ouvrir une pâtisserie ou autre. Donc là, c'est quand même très compliqué parce que c'est toute une série de métiers qui interviennent dans une industrie. D'accord. Alors, maintenant, troisième aspect du protectionnisme. Est-ce qu'il y a des réussites spectaculaires dans le protectionnisme? Oui, naturellement. C'est Frédéric List, l'économiste allemand, qui théorise le protectionnisme, qui appelle éducateur. Et List dit ceci, c'est pour ça que l'histoire quand même change tout le temps. Aujourd'hui, on dit l'Allemagne, très grand pays industriel, puissance industrielle, etc. Et List se dit, les Britanniques écrasent le monde au niveau industriel. Ils ont la technologie, ils ont les cadres, ils ont les chantiers navals, ils ont le ferroviaire, ils ont l'électricité, ils ont les machines à vapeur, ils ont tout fait finalement, les Britanniques. Comment rattraper le retard? Et 2 pays vont
appliquer des politiques protectionnistes gagnantes. Mais pourquoi elles sont gagnantes, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est que l'Allemagne va dire, nous allons ériger des barrières protectionnistes, nous allons créer une classe d'entrepreneurs industriels, nous allons créer des techniciens, former les gens, des universités, où on forme des ingénieurs, etc. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'on sera fort comme les Britanniques, après ils ont été plus forts, hein, on pourra lever les barrières douanières. C'est ce qui a été fait en Allemagne. Le Japon, évidemment, va s'inspirer de l'exemple allemand. C'est pour ça qu'en 1868, à l'ère Meiji, le gouvernement éclairé, ce qu'on appelle le gouvernement éclairé du Japon, l'empereur du Japon va envoyer des milliers de jeunes Japonais à l'étranger, dans les universités notamment occidentales, pour se former comme ingénieur, comme technicien, etc., va mettre des barrières protectionnistes et refait exactement ce que l'Allemagne a fait. Résultat, en 1979, c'est le chiffre que j'ai donné la dernière fois lors de l'interview, en 1979 ou 80, le Japon exporte 4 millions de voitures de le monde et on importe 64 000. Vous vous rendez compte l'écart? Et c'est là où les Américains l'industrie automobile américaine est sinistrée en 1979 et les États-Unis demandent, je crois que le Japon en quelques années a pris le tiers du marché américain. Et les États-Unis disent, faisons un accord d'autolimitation des exportations de voitures japonaises aux États-Unis. Donc c'est des fameux accords d'autolimitation. On va mettre des plafonds et on va se réindustrialiser. Donc vous voyez que cette affaire de réindustrialisation date déjà d'un certain temps. Sauf qu'après, il y a des pans entiers de l'industrie américaine qui se sont effondrés. Alors, à vous écouter... Donc, si vous voulez, il y a des stratégies... Alors, par contre, stratégie perdante, pays d'Amérique latine. Ou même certains pays d'Asie qui disent, on met des barrières protectionnistes, on a des recettes fiscales, mais on ne crée pas l'écosystème. 2 pays ont créé un écosystème gagnant. Il n'y a pas 3. Si, après, il y a les petits pays d'Asie, la Corée du Sud, Taïwan, etc. Ils ont imité les autres. Mais dans l'histoire moderne, moderne, 19e, 20e, il y a contemporaine, on va dire, il y a 2 pays qui l'ont fait sur une grande échelle. L'Allemagne et le Japon. Protectionnisme gagnant d'un côté, parce qu'effectivement, éducateur, tout l'écosystème est mis en place, et protectionnisme perdant, parce que rien n'est mis en place dans ces pays qui font du protectionnisme, qui touchent des recettes fiscales et qui n'arrivent pas à développer une industrie compétitive. Alors, voilà. À vous écouter, Philippe Narassiguin, cette notion d'équilibre entre libre-échange et protectionnisme. Finalement, le libre-échange, ce n'est pas la loi de la jungle, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des négociations au plus haut niveau entre les États qui fixent des règles communes qui vont faire qu'à un moment donné, un pays s'enrichit, mais pas au détriment de l'autre. Or, ce n'est pas tout à fait ce que les gens comprennent dans le libre-échange. Le problème, c'est qu'en France, effectivement, alors, je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe dans l'Union européenne, mais c'est vrai qu'il y a des pays, on va dire, qui défendent mieux leurs intérêts que d'autres. Est-ce que nous défendons bien nos intérêts? Est-ce que nous négocions pied à pied nos intérêts sur... maintenant, il n'y a plus grand-chose à défendre, vous allez me dire, mais à l'époque, on avait quand même beaucoup de choses à défendre. Nos industries, sidérurgie, textile, enfin tout ça. Est-ce que c'est par manque de culture économique? On parlait de la culture, on est en train de parler de culture économique. J'ai l'impression que c'est quand même un manque de culture. Pour moi, c'est par manque... Alors, très importante question. Si je regarde les différences entre l'Allemagne, l'Italie ou d'autres pays, la France par exemple, nous mettons des administratifs pour négocier. Eux mettent des professionnels. Et des professionnels qui sont sans pitié. Qui disent, tu me donnes ça, je te donne ça. Tu ne me donnes pas ça, je te donne pas ça. Après, on s'est un peu délaissé. On a externalisé nos compétences. On a dit, ah ben non, c'est pas nous qui négocions, c'est l'Union européenne. Parce qu'effectivement, les négociations commerciales internationales ne sont plus nationales, en fait. Alors oui, alors là, pour le coup, il y a une perte de souveraineté sur ces possibilités de négociation. La compétence a été déléguée. De négociation internationale, on a délégué. Je doute que les Allemands délèguent tellement au niveau de l'Union européenne. Est-ce que tout le monde joue le jeu, d'ailleurs? Ben non. La réponse est non. Chacun défend ses intérêts, sauf que si nous ne le faisons pas. Et ça pose le problème, je l'ai dit une fois, de l'élite française, de la formation de l'élite. Est-ce qu'on a intérêt à avoir que des administratifs dans cette élite? Est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à la période des années 60, 70, 80, où nous avions beaucoup d'ingénieurs qui dirigent la France? Nous avions des scientifiques. Nous avions énormément de gens qui n'étaient pas forcément administratifs, mais qui avaient des compétences dans tel ou tel domaine, et qui menaient les négociations. Donc, et c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de pays anglo-saxons, ce sont des pros qui mènent les négociations. Donc ils connaissent les métiers. Et ça,
ça a été, à mon avis, quelque chose qu'il faut revoir, en tout cas, sur... la dernière fois, je voyais les 7 personnes qui dirigent la Chine, ou les 8 personnes, je ne sais plus s'il y en a eu 7 ou 8 au plus haut niveau. Donc derrière le président chinois, je crois que les 7 sont ingénieurs. Il n'y a pas de littéraire aujourd'hui qui dirige la Chine. Alors, au plus haut niveau. Je pense qu'il y a... Non, mais vous posez une question importante. Parce que je prends 2 minutes pour répondre à la question. Voilà, en fait, le problème aussi. C'est que nous avons une élite qui est homogène, qui dit les mêmes choses, qui apprend les mêmes choses. C'est superficiel, en fait, des écoles. Moi, je suis très surpris de voir que quelqu'un qui n'a jamais fait d'économie est qualifié d'économiste, quand même. Il a fait 1 ou 2 matières dans une école de formation. Vous connaissez lesquelles, d'ailleurs. Donc, alors que nous, le niveau de l'époque, c'était 2 doctorats. Donc, en économie, donc je veux dire, où vous êtes expert, ou vous ne l'êtes pas. Oui, c'est comme dans tous les domaines d'expertise. Et je pense que de ce point de vue-là, à l'ère justement de la mauvaise ou de la fausse information, des fake news, etc., la responsabilité des universitaires et effectivement des scientifiques en général est grande, puisqu'il faut qu'ils réinvestissent l'espace médiatique. C'est ce que nous faisons à l'Université de La Réunion avec cette Web TV. Nous réinvestissons en espace médiatique pour apporter une information éclairée par la science, une information qui n'est pas, qui peut être débattue avec des controverses scientifiques, mais qui n'est pas une information faussée. En économie, vous avez au-delà des théories économiques, parce que les théories économiques, pour moi, c'est le plus important. Ça me permet d'aller très très vite. D'accord ? Les méthodologies sont importantes. Mais après, c'est bien beau de dire que nous allons faire des services, etc. Et après, quand vous voyez les chiffres que j'ai donnés par ailleurs, 1980, 5 millions, je ne sais plus, 300 000 ou 400 000 emplois industriels, 2021, 2,8 millions. Les faits sont là. C'est bien beau de... En économie, on ne peut pas tricher. On ne peut pas mentir. Parce qu'après, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 30 ans, mais le mensonge, il est quand même détecté tôt ou tard. Donc, ceux qui le disent auparavant, on ne les écoute pas. Oh ben non, c'est pas sérieux, etc. Alors que les personnes n'ont jamais fait d'économie. Ceux qui nous le disent, elles n'ont jamais fait d'économie. On n'a jamais testé le niveau des personnes qui parlaient à la télé en économie. Donc c'est bien beau de faire des slogans. Mais après, on a les preuves. C'est pour ça que j'ai voulu que ce livre soit facile. C'est-à-dire, on met des tableaux. Tissu économique, c'est quoi le tissu économique français ? Est-ce que les gens savent que sur 3 200 000 entreprises ou 3 300 000 entreprises, 3 millions d'entreprises ont un salarié en équivalent temps plein? Est-ce que les gens le savent, ça? Personne. Quand on parle entreprise dans les médias, on voit tout de suite le type qui est super milliardaire, quoi. Mais là, c'est vraiment c'est ce que vous pointez du doigt, et je pense que là-dessus, vous avez en tous les cas fait un effort considérable de pédagogie à travers un ouvrage qui est absolument très très accessible. Je pige enfin l'économie aux éditions Ellipse, Philippe Narassiguin. J'encourage et nous encourageons effectivement les auditeurs à découvrir cet ouvrage très pédagogique, très bien fait, très, très bien structuré. Je pense qu'on a abordé là des sujets, on pourrait y passer des heures parce qu'il faut rentrer en profondeur dans ces concepts qui sont accessibles, mais qu'il faut comprendre de façon systémique. En tous les cas, merci beaucoup Philippe Narassiguin pour votre présence sur ce plateau. J'espère qu'on aura l'occasion et l'honneur de vous retrouver à d'autres occasions sur ce plateau. Est-ce que je peux dire un petit mot? Bien sûr. Vous avez le mot de la fin. Voilà, je tiens à remercier quelqu'un qui m'accompagne depuis 5 ans dans mes productions. C'est un très bon infographiste, un très bon informaticien. Et je tiens à remercier mon ami Dominique Klein, qui est vraiment, et puis en plus, un photographe d'exception. Donc je dis, les gens ne le connaissent pas, hein, c'est quelqu'un qui est à mes côtés. Il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre à mes côtés. Et il me dit, Philippe, il faut que tu fasses tel ou tel type d'infographie. Ça, par exemple, c'est lui qui l'a fait aujourd'hui. Et franchement, du fond du cœur, je dis Dominique, merci. Merci à lui de vous accompagner, en tous les cas. Merci pour ces discussions passionnantes. Nous aurions aimé pouvoir poursuivre, mais l'émission touche à sa fin. Merci Philippe Narassiguin. Et puis, très bonne journée et à très bientôt, je l'espère. Merci Christophe Paulier, au revoir. Au revoir. Thank you.